Bon, nouvelle vidéo histoire, vous le savez, on va se régaler. Déjà, est-ce que vous vous souvenez de John Lilly, le scientifique qui a fait des expériences là sur les dauphins, qui voulait leur parler en anglais et qui leur répondent. Cette histoire était fascinante et elle vous a plu autant qu'elle m'a plu, donc j'étais très content. Et surtout, derrière, moi j'ai un peu enquêté sur d'autres savants fous. J'ai compris avec John Lilly qu'au nom de la science, il y a quand même des humains qui tentaient des trucs assez dingues, et j'en ai trouvé un autre. Devinez en quelle année ça se passe. L'année où c'était le Far West, il n'y avait aucune règle. Les 70s. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une nouvelle expérience, celle de l'anthropologue Santiago Genoves, qui a passé sa vie à étudier la violence chez l'être humain. Alors il pourrait se rendre à des événements un peu violents ou susceptibles de partir en vrille pour observer, noter, faire une thèse. C'est pas ce qu'il a fait. Lui, il a décidé de créer son propre événement bancal pour maximiser les chances que ça parte en couille et de voir de la violence chez l'être humain. Et comme d'habitude, rien ne s'est passé comme prévu. Sinon, je raconterai pas l'histoire. Santiago Genoves naît en 1923 en Espagne. Quelques années plus tard, c'est malheureusement la guerre dans son pays et sa famille préfère mettre les voiles direction le Mexique. Alors fuir la guerre, ça l'a marqué, mais ça l'a aussi beaucoup intrigué. Il commence à se demander comment ça se fait que les humains sont capables d'autant de violence. Ça l'intrigue tellement qu'il se met en toute logique à suivre des études d'anthropologie, et il est doué puisqu'il finit par décrocher un doctorat à l'université de Cambridge. Beau gosse. Après plusieurs décennies à anthropologuer, Santiago, la théorie, il l'a. Maintenant, ce qu'il veut, c'est passer à l'acte. Commencer à mettre en place des expériences concrètes qui ont du sens, qui permettent de repousser les limites du savoir. Alors en 1969, il rejoint l'expérience d'un autre scientifique et explorateur assez déglingué du cerveau, Thor Heyerdahl. En gros, lui, il veut démontrer que les anciennes civilisations pouvaient tout à fait rejoindre l'Amérique avant même que les Européens le fassent. Et pour lui, le meilleur moyen de le prouver, c'est de le faire soi-même. Il va recruter d'autres scientifiques, parmi lesquels se trouve Santiago, et ils vont tous embarquer dans un radeau en papyrus. En putain de papyrus, ils vont traverser l'océan en se disant let's go! Les Égyptiens auraient pu le faire! Le radeau prend l'eau, évidemment, et ils sont sauvés de justesse par un yacht qui passait par là. Bancal l'expérience. Pendant l'expérience de son pote Thor, il y avait que des scientifiques sur le radeau, mais Santiago, lui, il peut pas s'empêcher de penser à ce qui se serait passé si jamais il y avait 10 inconnus sur ce même radeau. Y aurait-il eu des conflits? Seraient-ils devenus violents? Leur nature animale se serait-elle révélée? Il est obsédé par ça, Santiago. On parviendrait alors à comprendre comment obtenir la paix entre les hommes et même dans le monde. Bon, vous l'avez compris, il a traversé un océan sur un bout de paille et depuis ses ambitions, il prend le melon. Bon là, ça va. Il décide donc d'en parler à des collègues à lui de l'université qui vont tout simplement lui dire « Frérot, tu es cringe. Allez, retourne corriger des copies. » Bref, les années passent, Santiago a envie de faire cette expérience mais il la fait pas et il va se passer un événement majeur dans sa vie qui va le pousser à enfin la mettre en place. En 1972, il se retrouve dans une situation terrible. L'avion dans lequel il se trouve se fait détourner par 5 hommes armés. Les pirates de l'air menacent de faire péter l'avion si le gouvernement ne libère pas certains prisonniers politiques, bref c'est un bordel. Alors tous les passagers évidemment sont en panique, sont tristes, ils pensent qu'ils vont mourir, ils sont en pleine expérience traumatisante, mais Santiago lui se régale. Lui qui rêve d'étudier la violence humaine, bah quoi de mieux que d'être au contact de pirates de l'air qui veulent faire exploser l'avion. Intéressant. Cela est-il conforme à mes hypothèses? Alors je vous rassure, tout finit bien, aucun mort, aucun blessé, et surtout Santiago rentre avec plein de notes. C'est à partir de ce moment-là qu'il se dit « Mon expérience avec les 10 mecs inconnus sur un radeau, je vais la faire ». Sur ce radeau, Santiago veut mettre 4 hommes et 6 femmes. Tous ces gens traverseraient donc l'Atlantique sur ce radeau à se laisser guider par les courants, puisqu'ils n'auraient pas de moteur. Ils en auraient donc pour 3 mois durant lesquels Santiago prendrait tout un tas de notes. Niveau argent, c'est une chaîne de télé mexicaine qui va financer tout ça, car oui, tout va être filmé par l'un des participants. Bref, ça y est, Santiago fait donc construire son radeau, et en fait c'est plus un rafio, hein. C'est vraiment merdique. Il a en plus le culot de l'appeler Akali, qui veut dire en langage aztèque maison sur l'eau. Clairement il se fout de la gueule du monde. Bref, le rafio est construit, encore faut-il trouver 10 personnes qui ont envie de se lancer dans cette aventure merdique. Qui serait assez fou pour naviguer avec 10 inconnus pendant 3 mois sur un bateau qui ressemble à ça? 1000 personnes 1000 personnes répondent aux annonces. Vous me fascinez les mecs. À vous les pétards mouillés, vous les voyez pas arriver hein. Santiago est au paradis, il a l'embarras du choix et du coup il se permet d'appliquer quelques petits critères pour sélectionner les 10 grands gagnants. Et je crois que c'est des critères pas très scientifiques. Par exemple, il sélectionne des gens selon leur attirance sexuelle. Quel est le rapport avec la potentielle manifestation de violence à laquelle tu veux... Santiago, qu'est-ce que tu... Il veut aussi que tous les participants soient en couple ou mariés pour voir s'ils céderont à la tentation de tromper leur conjoint, rester sur la terre ferme. Et surtout, pour ne rien arranger, il veut que ces gens soient d'horizons différents. Il veut qu'ils n'aient pas du tout la même culture, carrément qu'ils ne parlent pas la même langue. Il se dit encore une fois que si tout le monde galère à se comprendre, bah ça va mettre de l'huile sur le feu en cas de conflit et ça va vite partir en couille. Qui sont donc nos 10 sélectionnés? Du bruit pour Maria! Maria nous vient tout droit de Suède et c'est une capitaine hors norme qui a déjà beaucoup d'expérience. On a ensuite un candidat japonais qui sera le caméraman de l'aventure, donc celui qui travaille pour la télé mexicaine qui finance tout ça. Sauf qu'il s'est pris une jolie douille, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il faisait en fait partie des candidats, des cobayes de l'expérience. Double peine. Allez hop. Ensuite la présence de quelqu'un qui va tous nous rassurer, c'est une docteure israélienne. Elle est chargée de s'occuper de l'équipage s'il y a des bobos, quelqu'un qui tombe malade ou quoi, ou de s'occuper des cadavres si jamais il y a un masque. Je vais pas tous les citer, on a fait le tour des principaux candidats et vous l'avez compris, c'est que des gens d'horizons différents qui ont des métiers différents
Dernier petit détail aussi, Santiago, et c'est très étonnant, il tient à ce que ce soit les femmes qui aient les rôles les plus importants. On a une capitaine, une docteur, une chargée de réparation, bref, tous les postes clés du radeau sont tenus par des femmes, ce qui est très étonnant. Santiago, un peu de féminisme. C'est faux. Il fait ça parce qu'il est persuadé que ça va énerver les mecs du radeau et qu'encore une fois, ça va créer des conflits. Autre chose rassurante, c'est qu'avant de partir, Santiago fait évidemment signer des contrats à chacun des candidats, des contrats dans lesquels Santiago décline toute responsabilité si jamais il arrivait malheur à qui que ce soit. Très rassurant. On est maintenant le jour du départ, nos amis sont heureux enfin de partir à l'aventure et c'est immédiatement un fiasco. Pendant qu'ils se font remorquer le bateau vers la mer, ils se bouffent un rocher et il faut une petite heure de réparation avant de pouvoir repartir. Pour moi, c'est clairement un signe du destin, c'est une force surnaturelle qui leur dit stop. Bref, le rafio est réparé, ils partent et ils se retrouvent rapidement en pleine mer. Ils comprennent rapidement que l'aventure là, c'est un traquenard. Ils peuvent globalement rien faire pour s'occuper et les journées elles sont longues, hein. Au milieu de la mer sur un radeau tout petit, c'est chiant. Ils peuvent même pas lire de livres ou de magazines parce que Santiago leur interdit. C'est pas le radeau du fun ici, si quelqu'un veut s'amuser, il saute à l'eau. Leur seul moyen de passer le temps, c'est donc de parler, de discuter entre eux, mais c'est galère puisque je vous rappelle, ils ne parlent pas la même langue. Alors pour communiquer, ils s'adaptent et ils se mettent tous à parler dans un anglais hyper bancal. La première nuit tombe, c'est le moment de dormir et la nouvelle surprise pour nos amis. Ils ouvrent la cabine et ils se rendent compte qu'ils vont tous être entassés les uns sur les autres et qu'il y a beaucoup trop de monde à bord pour avoir une quelconque intimité, pour avoir un quelconque moyen de s'isoler un peu des autres. Dites-vous que les toilettes carrément sont à la vue de tous juste au-dessus de l'eau. Ça veut dire que tout le monde te voit quand tu décides d'aller poser une pêche, mais qu'en plus de ça, t'es potentiellement en danger quoi. Potentiellement, il y a un poisson ou un requin qui peut te croquer les fesses. De son côté, Santiago lui commence ses observations. Il note scrupuleusement l'humeur de chacun des participants, mais il note aussi des données sur la position de la lune, la taille des vagues, la météo. Il va même jusqu'à noter les cycles menstruels des participantes. Et il essaie de trouver des corrélations entre toutes ces données et la potentielle agressivité des candidats. Et ça mène à rien. Pour avancer dans ses observations et avoir toujours plus de données, il fait remplir à tous les candidats des questionnaires. 46 questionnaires. Il veut tout savoir sur ses cobayes et va même jusqu'à leur poser des questions extrêmement intrusives. Il leur demande par exemple avec quelle personne ils aimeraient coucher sur le radeau, qui ils détestent sur le radeau, de qui ils aimeraient se débarrasser. Bref, il leur impose une espèce de version extrême du confessionnal de Secret Story quoi. On est maintenant au 22e jour de l'expédition. Jusque là, au plus grand désespoir de Santiago, tout s'est globalement très bien passé. Mais nos candidats commencent à vraiment se faire chier. Et pour compenser cet ennui, ils vont se mettre à copuler. D'ailleurs, sachez que Santiago finit lui aussi par s'acoquiner avec l'une des participantes, alors qu'il est, je précise, marié lui aussi, mais j'insinue rien, en vrai c'est sûrement pour la science. Pour la science. En tout cas, oui, ça ken, mais dans le respect. C'est-à-dire que les fois où ça arrive, c'est pas un truc lié à des sentiments ou quoi, c'est purement animal parce qu'ils se font chier. Donc, il y a aucune tension. Santiago est frustré, il est deg, il se dit mais attends, ça ken dans tous les sens et pourtant il s'embrouille pas, comment c'est possible? Il devrait y avoir de la jalousie, des trucs de... Il y a rien de tout ça. Malgré tout, il continue d'y croire et il écrit dans son carnet de bord qu'il sait que la violence est présente dans leur inconscient, mais qu'elle est si profondément enfouie qu'elle est encore sous la surface. Et un jour, effectivement, il y a un signe de violence. Ce jour-là, les participants se mettent à pêcher un petit requin qu'ils ramènent à bord. Au début, ils se lancent des défis de merde, genre ah t'es pas capable de le toucher. Ils se font chier les gars, je vous rappelle, depuis un mois. Donc quand tu mets un requin à bord, c'est comme si tu mettais un grand 8 dans ton jardin pour nous. C'est incroyable. Et puis après, rapidement, ils se disent bah venez on le bouffe. Franchement, ça changera de ce qu'on a l'habitude de bouffer sur le bateau. Let's go. Il y a donc l'un des participants qui saisit la hache qu'il y a sur le rafio et qui se met à découper le requin et à donner des bouts à tous les autres. Tout le monde mange un bout, c'est convivial et ça fait enfin un petit événement qui sort de l'ordinaire et qui les sort de l'ennui. Mais Santiago, lui, est persuadé que ça y est, c'est une percée majeur. C'est la preuve encore une fois que tous ces gens sont agressifs et pire encore, qu'ils sont atteints d'une frénésie collective. Alors non, ils se sont juste tapés un petit apéro requin, tout va bien. Mais Santiago est persuadé de ce qu'il a vu, à tel point qu'il prend peur et que les nuits suivantes, quand il va dormir, il cache la hache près de lui. Donc le mec est fou et il devient parano en plus de ça. C'est le 51e jour de cette expérience. Ça fait longtemps qu'il navigue. Et Santiago a beau traquer le moindre signe de violence, y a rien. Jamais un radeau ne fut si paisible. Bref, c'est l'inverse de ce que Santiago voulait qu'il se passe. Ce grand zozo se dit donc que c'est à lui de semer la discorde. Il convoque donc tout le monde à une réunion urgente. Tout le monde est stressé et s'attend à une annonce plutôt grave et en fait pas du tout, il va juste leur demander s'ils se souviennent des questionnaires qu'ils ont remplis au fil du voyage. Eh ben j'ai une idée. On va lire les réponses de chacun tous ensemble. Ouais! Et il se passe une petite dinguerie dans le questionnaire, c'est qu'il y a 2 personnes qui avaient répondu qu'elles rêvaient de coucher avec l'autre. Mais l'une de ces 2 personnes, au moment où il révèle les questionnaires, couche déjà avec un autre gars. Donc Santiago il se dit oh, elle va coucher avec l'autre gars et ça va rendre jaloux l'ancien gars et ils vont se frapper. Et en vrai potentiellement c'est ce qui devrait se passer. Eh ben pas du tout. Elle couche avec l'autre gars en apprenant qu'il voulait coucher avec elle. L'ancien gars il est absolument pas jaloux. Et donc malgré toutes ces dingueries, Santiago n'arrive pas à créer de la violence et de la discorde au sein de cet équipage. On est au 84e jour de l'expérience.
l'expérience. Santiago a lâché l'affaire. Il laisse les gens vivre leur vie, vas-y c'est bon, ça l'a saoulé. En plus de ça, nos aventuriers atteignent enfin la mer des Caraïbes, ce qui veut dire que le plus gros de la traversée est maintenant derrière eux. L'eau devient chaude, il y a des oiseaux qui réapparaissent dans le ciel, bref c'est bon signe, on approche enfin du but. Et la radio, elle, se remet à capter des signaux qui viennent de la terre ferme. C'est alors que notre équipage découvre que les médias se sont emparés de l'affaire pour raconter toutes les rumeurs possibles. Les journalistes, ils parlent pas d'une expérience révolutionnaire, juste du radeau du sexe, qui est parti il y a maintenant 3 mois. C'est fou que tout foire autant pour Santiago, je trouve ça incroyable. Dites-vous que ça fait tellement de bruit à l'époque l'histoire du radeau du sexe que carrément même l'université de Santiago le laisse tomber. Ils en ont marre d'être associés à ça au point où tous les anciens collègues de Santiago signent une lettre pour affirmer qu'ils n'ont rien à voir avec cette expérience de merde. Sauf que Santiago, il est deg maintenant, il est vu comme un charlatan, plus comme un scientifique. Et surtout que s'il a fait ça à la base, c'était pas pour le sexe, lui il voulait juste mieux comprendre l'humain. Alors il distribue des nouveaux questionnaires sur le radeau. Je suis fatigué de ces questionnaires, j'en ai marre de ces questionnaires. Et il pose la question suivante: et si on organisait des fêtes où on couche tous ensemble? Pour ou contre, Santiago? T'étais déjà bas dans notre estime. Tu forces. Mais pas le temps de niaiser et de répondre à ces questions de merde, l'heure est grave. L'eau chaude, les oiseaux, tout ça, vous oubliez. La radio annonce qu'un ouragan va frapper les Caraïbes. Et donc, le radeau. Vous connaissez Santiago, lui, quand il vit des situations catastrophiques, il kiffe. Sauf que Maria, elle est capitaine, elle est donc responsable de la sécurité de tout le monde, et elle dit à Santiago que non, clairement, ils vont pas se diriger vers l'ouragan. Ils vont plutôt aller se planquer sur une île et attendre tranquillement que ça passe. Santiago, lui, n'est pas d'accord, parce que s'ils rejoignent une île, pour lui, ils vont de nouveau être contaminés par la civilisation, et donc ça va ruiner toute l'expérience. Du coup, il destitue Maria de ses fonctions de capitaine, et il reprend le contrôle du bateau. Personne n'ose s'opposer à lui, c'est quand même lui le responsable de l'expédition, et le radeau file maintenant tout droit en direction de la tempête. Le ciel s'assombrit, la pluie devient torrentielle, et tout le monde se réfugie dans la toute petite cabine du bateau. Plusieurs participants fondent en larmes et se disent que ça y est, c'est fini, ils vont mourir. Mais miracle, la météo change au dernier moment et ils esquivent le gros de l'ouragan. Faut savoir que sans ce coup de chance, s'ils passaient dans l'ouragan comme le voulait Santiago, ils avaient aucune chance de s'en sortir. Alors, les moments traumatisants comme ça, il y a que Santiago qui les kiffe, les autres sont littéralement en PLS. Et donc, il y a plusieurs membres de l'équipage qui font une petite réunion secrète sur la cabine du radeau. Et globalement, ce qui se dit lors de cette petite réunion secrète, c'est que Santiago est un imbécile, qu'ils ont failli mourir à cause de lui, qu'il essaie tout le temps de les pousser à bout, et qu'en plus, il sert à rien. Alors, ils se disent qu'il serait peut-être temps de le mettre de côté, le Santiago. Genre de côté dans la mer, par exemple. Heureusement pour Santiago, ses cobayes sont beaucoup moins zinzins que lui, ils sont même très cool. Ils se disent qu'ils ont bientôt fini la traversée et qu'en vrai c'est peut-être pas l'idée du siècle de buter un mec. Quelques jours plus tard, nouveau drame. Un cargo se dirige droit sur le radeau. C'est simple, s'il y a une collision, ils sont tous morts. En voyant ça, Santiago, qui je vous le rappelle est maintenant le capitaine du radeau, perd totalement ses moyens. Du coup, Maria reprend le contrôle du navire, gère toute la crise et après des moves incroyables, ils évitent le cargo et tout le monde s'en sort. Ils se rendent compte une fois de plus que Santiago, au-delà d'être un énorme enfoiré, a une nouvelle fois failli tous les tuer. Mais cette fois, c'en est trop pour lui. Il tombe en déprime. Il perd du poids, il arrête de distribuer des questionnaires et tout le monde se rend compte que putain la vie est vachement bien quand il boude dans son coin. L'ambiance elle est 10 fois meilleure, tout est plus cool. De son côté, pendant que les autres font la fête, Santiago est reclus dans la cabine et il finit tout de même par prendre quelques notes dans lesquelles il se remet enfin en question, dans lesquelles il réalise à quel point il a eu un comportement insupportable avec l'équipage. Bien sûr que non. Il se dit qu'en fait faudrait refaire l'expérience mais avec un radeau plus petit. Là c'est trop grand. Il ajoute aussi à ça que de toute évidence c'est lui la personne la plus intelligente du radeau. Il l'a précisé vraiment dans le carnet, ça lui tenait à cœur. 101e jour de l'expérience, le radeau arrive enfin sur les côtes mexicaines. Quel exploit putain! Les 10 participants ont survécu à cet enfer, c'est 10 survivants même faut les appeler. À leur arrivée ils sont recueillis par des journalistes, par leur famille, par des curieux. L'expérience elle a au final plutôt réussi mais dans l'autre sens, elle a montré que c'était possible de cohabiter dans des conditions mais extrêmes. Quelques années après, Santiago lui a sorti un livre dans lequel il raconte cette expérience, alors évidemment il a romancé dans un sens qu'il arrange. Il explique que l'équipage était incompétent, que si ça s'est bien passé, c'est grâce à ses bonnes décisions, bref que du bullshit. Mais pas de chance pour lui, un producteur a découvert cette histoire et on a fait un documentaire en 2019. Mais il se base pas sur le livre de Santiago, il se base sur le témoignage de 7 des participants qu'il a retrouvés et qu'il est allé interviewer, donc ils racontent tous de leur point de vue cette aventure face caméra. Donc voilà, autant vous dire que le périple du point de vue des participants n'a rien à voir avec le récit qu'en a fait Santiago dans son livre. Finalement, la seule source de tension c'était lui, c'était pas les différences culturelles, les différences de religion ou l'ennui. Et la plus belle réponse à la violence que Santiago voulait créer, c'est ce qui s'est passé. C'est de voir un groupe qui coopère, qui dialogue et qui progresse ensemble malgré les épreuves. Et c'est plutôt un beau message au final. C'est tout pour le Sex Raft. C'est comme ça que s'appelle cette histoire. J'espère que ça vous a plu. Je trouve ça génial, l'expérience d'un scientifique qui se retourne contre lui dans le bon sens. Au final, il a créé du bien malgré lui, là, le Santiago. Et en vrai, on en garde un bon souvenir de cette expérience parce que personne n'est blessé ou mort. Le coup du cargo et de la tempête, ça aurait pu très mal finir. Quand je pense qu'il y a des gens qui vivent à 2 en coloc dans 30 mètres carrés et
et qui s'entretuent et qui ont survécu à 11 sur 12 mètres sur 7. Comment c'est possible? N'hésitez pas, prochaines vacances, vous louez un radeau, vous partez 2-3 jours à 10 et vous voyez ce qui se passe. Ne le faites pas.